Alors que la mobilisation des Gilets jaunes semble s'essouffler progressivement, le pouvoir espère maintenant se concentrer sur la mise en œuvre des grandes promesses présidentielles, des promesses de réformes structurelles en matière de droit du travail, une réforme de l'État, une réforme des retraites. Mais entre les annonces, leur modulation, leur entrée en vigueur et leur application, il est parfois difficile d'y voir clair. Et avec la crise politique que la France traverse depuis un mois, il n'y a pas que les calendriers qui sont chamboulés. Alors réformer la France est-il désormais devenu mission impossible pour Emmanuel Macron? Va-t-il pouvoir mener ces grandes réformes prévues pour 2019? Va-t-il reculer sur sa politique de fond qui se veut réformatrice? Qu'est-il prêt à changer dans ses méthodes? C'est d'ailleurs la question qu'on vous a posée sur Twitter. Emmanuel Macron, pensez-vous qu'il va continuer à réformer le pays? Vous êtes 55% à penser que oui et 45% à penser que non. On va détailler tout ça en tout cas pendant 40 minutes en direct sur Figaro Live avec nos décrypteurs. Et pour commencer, on écoute les propos que le président tenait à Bruxelles au Conseil européen vendredi dernier. Emmanuel Macron fait le pari de continuer les réformes face à des Français divisés. Il en va de la crédibilité de la France, selon lui. Écoutez. J'ai dans le même temps réaffirmé que le mandat qui m'avait été donné par les Français il y a 18 mois continue de valoir. Et j'ai exprimé aussi la volonté qui est la mienne, que le gouvernement poursuive les réformes prévues, réforme de l'État, de l'indemnisation du chômage et des retraites. Ces réformes sont essentielles pour les temps à venir. Elles construisent la crédibilité de la France et aussi la viabilité de notre pays, de notre société. Bonjour Marie Viseau. Bonjour Ariane. Vous êtes chef de service économie au Figaro. Alors Marie, la détermination de l'exécutif à réformer un pays qui, d'après lui, ne l'a pas fait durant ces 40 dernières années. Est-ce que cette détermination est intacte après ce mois de crise que la France vient de connaître? Alors, elle semble l'être quand on écoute les propos du chef de l'État. Est-ce qu'il est dans un exercice d'auto-persuasion ou pas? On ne sait pas. En tout cas, s'il a cédé aux Gilets jaunes, cédé entre guillemets, c'est ce qu'il avait dit lors de son intervention télévisée, c'était justement pour pouvoir continuer à réformer. Après, il y a des réformes difficiles devant lui. Le cahier des charges est un petit peu plus compliqué qu'avant. Le cahier des charges est beaucoup plus compliqué qu'avant dans le contexte qu'on connaît depuis quelques semaines. Et ça risque de ne pas être ni facile ni de tout repos. Surtout qu'il est sur des sujets de réforme qui peuvent cristalliser certaines populations. Il les a cités lui-même. La réforme des retraites. Les retraités, on sait que c'est un petit peu touchy depuis son arrivée en fonction. Ils ont déjà subi la hausse de CSG, même s'il est revenu un petit peu sur les mesures. Alors justement, cette réforme des retraites, on va revenir sur ces trois points qu'il a lui-même cités. La réforme des retraites, donc c'est une très longue et très vaste concertation qui a été lancée il y a un an. C'est Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux réformes, qui mène ce travail de terrain, qui rencontre les Français, qui rencontre les parties prenantes. Le postulat de départ, c'est on ne touche pas à la retraite à l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Là-dessus, il s'évite nombre de contestations, le chef de l'État. En revanche, il revoit tout le système. On passe à un système par points. 1 euro cotisé sera le même pour tout le monde. On pose à plat les 42 systèmes de retraite qui existent aujourd'hui pour tout harmoniser. Sachant que tout doit se faire dans l'équilibre du système, il y aura des gagnants et des perdants. La concertation n'a pas encore abordé ce système assez compliqué de qui va perdre, qui va gagner. Donc ça peut encore bouger. Ça peut encore bouger et ça peut surtout encore s'enflammer parce que des régimes spéciaux, on ne sait pas ce qu'il va advenir, de la pension de réversion qui est un sujet compliqué, périlleux, rien n'a été encore mis sur la table. Pour l'instant, on écoute. Et les contestations vont sortir quand il va falloir trancher. Il y a encore quelques mois. Quand est-ce qu'il va falloir trancher, justement? Alors, Jean-Paul Delevoye va remettre un morceau de copie avec des propositions d'ici quelques semaines. Puis la concertation va continuer avec ces propositions. L'idée, c'est qu'il y ait quand même un texte de loi juste avant ou juste après l'été sur cette réforme des retraites compliquée. D'accord. Alors, sur l'assurance chômage, en revanche, la négociation reprend aujourd'hui, après 3 semaines complètement off. Oui, ils ont mis un petit peu temps de pause compte tenu du contexte, patronat et syndicats. Voilà. Et obtenu un mois supplémentaire jusqu'à fin février pour se mettre d'accord. Donc là, il s'agit de se mettre d'accord sur les paramètres. Sur les paramètres de l'indemnisation chômage.
ces syndicats et patronats qui sont autour de la table. Pour l'instant, ils ne sont d'accord sur rien, donc c'est assez compliqué aussi. L'idée, c'est évidemment de faire... Enfin, évidemment, l'idée, c'est de faire des économies quand même sur l'assurance chômage, entre 3 et 3,9 milliards sur 3 ans. Donc là aussi, il y aura des perdants, même si on ne sait pas encore lesquels, puisque justement la discussion on n'a aucune idée. est en cours. Alors, il y a une feuille de route, il y a une feuille de route du gouvernement. Il dit qu'il veut lutter contre la précarité et qu'il veut inciter au retour à l'emploi. Donc, il va se passer des choses sur le cumul de l'allocation et des salaires, qui aujourd'hui est du point de vue du gouvernement trop favorable. Est-ce qu'il va y avoir une dégressivité des allocations sur les hauts revenus ? Voilà, tout ça est en cours de discussion. Au final, il y aura des perdants et ces gens-là risquent de se manifester. Ils sont, pour certains d'eux, sur les ronds-points avec les gilets jaunes en ce moment. Et il s'agit de faire combien d'économies, Marie, sur cette question précise ? Sur cette question, c'est entre 3 et en gros 4 milliards sur 3 ans. Et ça vous semble réalisable ? Il va falloir que ce le soit. Et sinon, de toute façon, si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord, le gouvernement reprend la main, c'est lui qui fait la réforme. D'accord. L'autre grande question, Marie, c'est la question de la baisse du nombre des fonctionnaires. Ouais, la réforme de l'État. Ouais. Alors ça, est-ce que c'est pas... On en a Alors ça, tellement on a l'impression parlé. qu'on en est au point mort. C'était un vaste chantier lancé par le chef de l'État à son arrivée. Donc maintenant, aujourd'hui, on dit qu'on discute, il faut qu'on réfléchisse aux missions des ministères, aux missions des uns et des autres avant de prendre des décisions. On parle beaucoup de numérisation. Finalement, on ne sait pas comment faire des économies, comment ça va avancer. Le nombre de fonctionnaires qui doit effectivement découler de cette réforme de l'État, c'était l'engagement de 50 000 postes en moins. Autant vous dire qu'on en est très très loin et c'est potentiellement un public explosif dans les mois et les années à venir si on supprime effectivement 50 000 postes. C'est beaucoup quand on n'a pas commencé en début de quinquennat. Merci Marie pour toutes ces précisions. Alors oui ou non, Emmanuel Macron va-t-il pouvoir les mener à bout, ces réformes ? Son Premier ministre, en tout cas Édouard Philippe, semble très attaché à tenir le cap, quoi qu'il arrive, malgré les promesses qu'Emmanuel Macron vient de faire la semaine dernière aux Gilets jaunes. Et c'est ce que Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, expliquait hier soir sur le plateau de Point de vue. Écoutez. Il était farouchement hostile à ce tournant et il tient à sa ligne. Et il me semble que l'on va voir de plus en plus de déclarations d'Édouard Philippe ou de son entourage expliquant qu'ils sont là pour maintenir un cap qui a été décidé par les Français et le président de la République. Sous-entendu, le jour où on s'écartera trop de ce cap, ma place ne sera plus là. Donc on peut dire que pour Édouard Philippe, l'orthodoxie budgétaire est un peu ce qu'était l'écologie pour Nicolas Hulot. Et peut-être un moment trouvera-t-il, pour le moment il a accepté les mesures d'Emmanuel Macron, mais si le quinquennat tournait à la hollandisation, il aurait le pain et le couteau pour dire écoutez, moi c'est pas pour ça qu'on m'a nommé, et donc je vais partir. Bonjour Sophie Dravinel. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique du Figaro. Absolument. Alors, malgré ces annonces en faveur du pouvoir d'achat récentes, Emmanuel Macron, est-ce qu'il a encore profondément l'intention de maintenir le fameux cap dont parle Vincent Trémollet à l'instant, de poursuivre ces fameuses réformes annoncées pour 2019 ? Oui, bien sûr, il a l'intention, je le suppose. On le suppose, il est déterminé, mais les marges de manœuvre sont de plus en plus difficiles, de plus en plus étroites pour lui. Parce que forcément, on est dans une année qui est extrêmement compliquée d'un point de vue économique. Ma consoeur nous l'a expliqué, mais d'un point de vue politique aussi compliqué avec les européennes dans 6 mois. Et Emmanuel Macron est confronté à ça, c'est-à-dire à la nécessité d'être à la fois dans le maintien du cap de ces réformes et dans une campagne électorale qui s'annonce extrêmement difficile pour lui. Et donc il doit conjuguer la rigueur économique et en même temps le fait de devoir lâcher du lest avec le cap du déficit au-delà de 3%. Enfin, je veux dire, on entend parler des Italiens. Moscovici, ce matin, sur France Inter, disait « Bon, je vais tout faire pour qu'il n'y ait pas un traitement différent, l'Italie, la France, etc. » Mais c'est compliqué parce que déjà, Emmanuel Macron, avec cette crise des Gilets jaunes, a perdu un peu de son crédit à l'international. Il est à 21% de confiance, selon le dernier baromètre Antar-Sofres. Assez peu. Ce qui est très bas, voilà. Ce qui est l'équivalent de François Hollande au bout de 18 mois de son voilà, qui mandat. avait été confronté lui aussi à la question des bonnets rouges et donc au fait de devoir lâcher du lest. Et donc là, je crois qu'il est parti cette semaine sur une dynamique de reconquête parce que son objectif, c'est vraiment de reprendre la main. Il est complètement dépendant des événements depuis, on va dire, début novembre, avec cette fameuse itinérance mémorielle durant laquelle il avait été bien secoué. Et là, ça va se poursuivre avec cette itinérance municipale
qu'il espère qui, espère-t-il, lui permettra de reprendre au moins le lien avec les Français via ces couches intermédiaires que sont les élus et qu'il avait largement négligées jusqu'ici. Vous pensez qu'il a encore une certaine quand même crédibilité politique je pense qu'il a une crédibilité politique, même si... Sans fragiliser son édifice. Il est extrêmement fragilisé. Et je pense qu'à l'Élysée, ils sont extrêmement prudents, parce qu'ils ont vu comment ça se passait au Puy, quand le président sort comme ça de façon un peu inopportune, inattendue. Le problème, c'est qu'il n'a pas de parti. On l'a suffisamment dit, mais ça se voit beaucoup aujourd'hui. Et il n'a pas de parti qui lui permette, en région, en province, quand il se déplace, d'être soutenu, même artificiellement, par une masse de personnes qui sont ses électeurs, etc. Et les députés sont très jeunes, sont parfois très verts, très innocents et parfois très maladroits. On l'a vu avec Gilles Legendre et ses propos tenus hier sur le fait que les réformes étaient trop intelligentes, etc. Alors ils essayent avec Stanislas Guerini ce matin de ramasser un peu les choses en expliquant non, c'était pas trop intelligent, c'était trop subtil. Mais enfin, quand même, aux yeux des Français, ça apparaît particulièrement maladroit. Et les députés sur le terrain, qui ont peu d'expérience, ont de grandes difficultés à rattraper. Et donc, on le voit, cette solitude du pouvoir, qualifiée de technocrate, se voit sur le terrain. Et donc, je pense que cette itinérance municipale dont il va annoncer là ce soir et rapidement les grands traits, ça annonce un exercice difficile. Mais justement, est-ce que ces réformes ne sont pas une bonne occasion finalement pour le gouvernement de reprendre un petit peu la main, en effet de garder le cap, parce que c'est pas la meilleure façon de retrouver une certaine crédibilité, encore faut-il que les réformes, certainement, mais encore faut-il que les réformes puissent être appliquées, encore faut-il qu'elles soient vraiment décidées, encore faut-il, parce que la question par exemple du référendum d'initiative citoyenne dont on parle beaucoup, qui rappelle le référendum d'initiative, je crois que c'était de Nicolas Sarkozy en 2008, participative ou quelque chose comme ça, qui faisait suite à ce que Ségolène Royal avait proposé elle-même pendant sa campagne, d'une démocratie participative. Et donc, ils essayent avec ça de se dire, bon, on va renouer avec les Français. Mais ce référendum, rien ne nous dit qu'il va vraiment exister. On ne sait pas exactement chez Édouard Philippe. Ils sont très, très prudents sur la façon dont il va se décliner. Et donc, ces réformes, ou qu'elles soient symboliques ou qu'elles soient réelles, on a vu toute la polémique autour des 100 € sur le SMIC, de qui allait les toucher, de quel montant exact, etc. Pour l'instant, les Français sont vraiment dans l'attente de savoir ce qu'il va y avoir. Alors évidemment, pour les retraités, pour les couples plus fragiles, on sait qu'ils seront impactés par ces réformes. Mais pour l'instant, ça reste encore très flou. En tout cas, les dernières mesures annoncées par Emmanuel Macron, une sorte d'indemnisation des victimes, on va dire, qui a été sa réponse à la crise des Gilets jaunes, ont notablement éteint l'incendie. Oui, certes, mais l'incendie, il couve en fait. Et comme l'a très bien dit ma consoeur Marie Viseau, on est dans une période, là c'est la période des fêtes, c'est la période d'une espèce de pause, tout le monde est épuisé aussi bien. Mais ce problème, c'est que... Ça ne calme pas vraiment les Français, selon vous? Cette crise des Gilets jaunes, en fait, elle exprime quelque chose qui dépasse largement le seul gouvernement d'Emmanuel Macron. Elle est le signe d'une Ve République qui est un peu essoufflée. Tous les observateurs politiques le disent, que les institutions ont du mal à répondre à ce besoin de démocratie. Je pense que les élus se sont éloignés de leur électorat. Il y a beaucoup de choses à travailler. D'ailleurs, le référendum n'est pas forcément la réponse, parce que ça pourrait partir dans tous les sens et brouiller dans l'esprit des Français ce à quoi ils aspirent vraiment, c'est-à-dire à avoir une implication en matière politique, d'être vraiment, et je pense que ça se fait beaucoup plus sur le terrain de ces élus que sur des grands référendums d'initiative populaire dont on pourrait mal gérer la cohérence. Mais la difficulté, encore une fois, c'est de répondre vite et bien. Certains soupçonnent d'ailleurs que pour les élections européennes, l'Élysée puisse vouloir pousser des listes gilets jaunes en espérant que ça puisse affaiblir aussi bien Marine Le Pen au Rassemblement national que Jean-Luc Mélenchon chez les Insoumis. Là encore, c'est de la manœuvre un peu politique. Je ne sais pas si Francis Lalanne, qui s'est prétendu candidat pour les gilets jaunes, ira répondre à des attentes et rendre service au gouvernement. Mais pour l'instant, on est vraiment dans l'expectative. Mais Sophie Dravinel, dans son clan politique, oui. Emmanuel Macron n'est pas affaibli, pas plus que ça aujourd'hui. On ne peut pas encore Non, certainement pas. Même si au sein des députés LaREM, certains s'interrogent quand même quand on voit leur président de groupe expliquer que ce qui a été fait était trop intelligent. Certains se cachent les yeux en disant « Mon Dieu, mais ils font
ils font corps, ils sont obligés, ils le savent, ils se disent, comme Emmanuel Macron, que c'est une mauvaise passe et que finalement, ce qui est son postulat depuis le début, l'impopularité pour lui est quelque chose, est un passage obligé et que les Français, au final, lui en seront gré. Alors, Laurence Rossignol, la sénatrice PS de l'Oise et ancienne ministre, était l'invitée d'Yves Tréhard dans l'émission du Talk. Et pour elle, Emmanuel Macron a une chance à saisir, c'est d'être le premier à essayer d'inventer un nouveau modèle politique et social. Écoutez. Mais surtout, le problème, c'est le cap. Parce qu'ils ont beau dire on n'a pas changé de cap. Bah si, quand même un petit peu. C'est-à-dire que la marche forcée de la France vers la conversion aux mesures néolibérales que présentait le président Macron comme étant une nécessité a quand même reçu un coup d'arrêt. Donc le cap n'est plus le même. Mais on ne sait pas quel est le nouveau cap. C'est ça le problème. Et ça, vous demandez au président de la République de le fixer. Oui, parce que je pense qu'Emmanuel Macron a une chance formidable d'un certain point de vue. Il a la capacité aujourd'hui d'être le premier à essayer d'inventer un nouveau modèle politique et social. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Vous dirigez la fondation IFRAP. L'IFRAP, c'est un think tank dédié à l'analyse des politiques publiques. Et votre dernier livre, on peut le citer, En marche vers l'immobilisme, c'est déjà vendu à près de 30 000 exemplaires. Vous y développez l'idée que malgré quelques mesures ponctuelles pertinentes, la grande transformation annoncée se fait attendre. Est-ce que, par exemple, les annonces du gouvernement de ces derniers jours vous font réviser ce constat un peu sévère ? Pour l'instant, non, hein, clairement. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la réforme des retraites, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. C'est une des réformes les plus importantes du quinquennat. Et pourtant, ce qu'a annoncé Jean-Paul Delevoye, c'est qu'en gros, la réforme des retraites ne s'appliquerait qu'à partir de 2025. C'est-à-dire bien après la fin de ce quinquennat, qui va finir en 2022. Donc, la transformation du modèle, c'est transformer le modèle pendant qu'on est au pouvoir et pas après qu'on soit parti potentiellement du gouvernement. Donc là, il y a un sujet, c'est quand va-t-on voir véritablement cette transformation du modèle ? On a parlé des collectivités locales, on a parlé de cette surfiscalité qu'on subit en France et qui a été le déclencheur en réalité du mouvement des Gilets jaunes, de ce ras-le-bol fiscal qui avait déjà été théorisé par Moscovici à l'époque sous François Hollande. Et d'ailleurs, ça avait abouti derrière à ce mouvement qui avait été celui des bonnets rouges. Maintenant, on a les gilets jaunes. Je l'ai écrit dans mon livre. De toute façon, on ne va pas sortir de ce ras-le-bol fiscal permanent tant qu'on n'aura pas fait un reflux réel sur la fiscalité, mais global pour tout le monde. Là, il y a des choses qui ont été bien dans les annonces. Par exemple, le recul sur la fiscalité énergétique, c'était absolument essentiel. Pourquoi ? Parce que la marche prévue par ce gouvernement, qui allait au-delà de ce qui avait été entériné après la COP21 par le précédent gouvernement, était trop importante. Je l'ai dit d'ailleurs dans un papier qui a été publié dans le Figaro, c'était à peu près 17 milliards en valeur d'imposition supplémentaire sur l'ensemble du quinquennat, ce qui est absolument gigantesque. Et on voit que les baisses d'impôts qui étaient prévues d'un côté, sur la taxe d'habitation par exemple, on les récupérait de l'autre. C'est ce que j'explique aussi dans mon livre, c'est ce jeu de bonneteau permanent sur la fiscalité. Donc pour transformer le modèle, pour avoir moins de fiscalité, et ça le Premier ministre l'a très très bien rappelé, on ne peut baisser vraiment la fiscalité, c'était intéressant qu'ils le disent comme ça, que si on baisse en face la dépense publique. Mais dans les tablettes gouvernementales, si vous lisez la programmation des finances publiques, eh bien, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de baisse de la dépense publique prévue. Il y a autant de hausses, même plus de hausses que sous François Hollande. C'est-à-dire François Hollande, il a augmenté en valeur de 102 milliards d'euros la dépense publique sous son quinquennat. Eh bien, Emmanuel Macron, il a prévu d'augmenter de 110 milliards d'euros. Donc, c'est à peu près identique. Alors après, ce n'est pas la même croissance, ce n'est pas la même inflation, etc. Mais on voit déjà que la Banque de France nous dit « Attention, la croissance qui était prévue à 1,7, ce sera plutôt 1,5, ce sera peut-être même plutôt 1,4. » Donc, il va falloir réviser tout ça. Et ça veut dire qu'en part de PIB, nous, on a fait le calcul pour le macronomètre qu'on publie toutes les semaines. Ben, ça fait qu'on sera toujours, si on est à 1,5 de croissance en moyenne d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire tous les ans, 2019, 2020, 2021, 2022, eh bien, on sera toujours à 56% de dépenses publiques par rapport au PIB. Donc cette transformation du modèle qui doit passer par la réforme de l'État, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et le chef de l'État l'a rappelé aussi dans son allocution l'autre jour, mais il n'a jamais dit
quelle serait cette réforme de l'État en fait. Et la réforme de l'État, ça va au-delà de l'État, ça concerne aussi les collectivités locales et ça concerne aussi la sécurité sociale et donc forcément les retraites et l'assurance chômage et donc forcément l'assurance maladie et donc forcément la question des aides sociales. On nous a beaucoup dit qu'il y aurait une allocation sociale unique qui serait centralisée, qui serait versée différemment avec moins de coûts de gestion, etc. Pour l'instant, on ne nous en reparle pas. On nous a beaucoup parlé de cette réforme des retraites, mais tout en disant qu'on ne repoussait pas l'âge de départ, c'est une grave erreur parce que c'est la seule manière de baisser la dépense, c'est de repousser l'âge de départ, même si c'est un irritant peut-être, mais en réalité, en regard de cela, si on ne repousse pas l'âge de départ, on va continuer à geler les pensions, et ça, c'est encore plus irritant pour la population. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'idée des référendums n'est pas du tout une idée idiote, et ne sont pas forcément d'initiative populaire. Il faudrait que ce soit aussi des référendums organisés par le gouvernement. Qu'est-ce qu'on pourrait demander, par exemple, aux Français? Quelles pourraient être les questions qu'on pourrait tout poser simplement, par exemple, sur la question référendum des retraites, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez le gel des pensions ou vous préférez le report de l'âge de départ à la retraite? Parce que c'est ça, en fait, l'équation. Hein. Vous voulez un alignement des modes de calcul du public sur le privé et à quelle échéance? Ça, c'est des questions qui peuvent se poser dans d'autres grandes démocraties. Bon, prenons l'exemple de la Suisse. Il y a des votations en permanence. Et la population est responsabilisée. C'est-à-dire que ce qu'on a pu entendre sur les barrages avec des gilets jaunes, etc., c'est qu'il y avait un ras-le-bol fiscal, mais qui voulait plus de services publics. Et à un moment, il faut raisonner tout ça et dire on ne peut pas avoir plus de dépenses et moins de fiscalité. En réalité, si vous voulez moins de fiscalité, il faut moins de dépenses. Et mettre l'équation dans les mains des Français. Et vous pensez que s'ils étaient davantage consultés, ils seraient davantage prêts à les suivre, ces réformes de fond? Pour le moment, le Gaulois réfractaire n'est pas forcément... Je suis persuadée que si les Français ont choisi Emmanuel Macron plutôt que Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle ou plutôt que Marine Le Pen, c'est aussi parce qu'ils ne croient pas à l'envolée de la dépense qui va tout résoudre. Ils ne croient pas au fait qu'en embauchant massivement dans les services publics, comme c'était proposé par M. Mélenchon, par exemple, pendant la campagne présidentielle, ça résoudra les problèmes de la France. Non, on ira plus vite dans le mur. Pourquoi? Parce qu'on aura 3 000 milliards de dettes à la fin et qu'on aura 10 points de déficit par rapport au PIB et que nos créanciers s'énerveront contre nous et ne voudront plus nous prêter. En 2019, on va emprunter 227 milliards d'euros. On sera le pays qui emprunte le plus dans la zone euro. Et donc, finalement, on est quand même dans une situation de fragilité budgétaire qui est importante. Et à un moment, il faut prendre les décisions qui s'imposent. Réduire le nombre de personnels publics est absolument nécessaire. Et en face, il faut augmenter le temps de travail dans les administrations publiques. Le gouvernement a commencé à en parler, mais il ne nous a jamais dit quand est-ce qu'on remonterait le temps de travail. Déjà, rien que pour faire appliquer les 35 heures dans les collectivités locales, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, il y a 3 sujets sur lesquels il faut que le gouvernement joue sur la question de la réforme de l'État pour se donner des marges de manœuvre, se permettre de financer son plan qu'il vient d'annoncer et se permettre aussi de financer dans les années futures. C'est la question du report de l'âge à la retraite et de la convergence des modes de calcul du public sur le privé parce que les pensions publiques sont beaucoup plus généreuses que les pensions privées. Elles nous coûtent trop cher en impôts. Ça, c'est la priorité. Ça, c'est la priorité des priorités. Ensuite, revoir le schéma d'emploi, c'est-à-dire réduire le nombre d'embauches tous les ans avec les départs en retraite des agents publics et vraiment là se concentrer sur la question de combien on supprime de postes dans la fonction publique, à la fois de l'État, des collectivités locales et peut-être même dans l'hospitalière et se poser la question de comment on réaffecte les moyens, sachant qu'il y a des secteurs dans lesquels il va falloir embaucher, par exemple dans le pénitentiaire où on manque cruellement de moyens. Et donc ensuite, la 3e question, c'est comment on produit nos services publics moins chers. Et là, ça demande de revoir les missions publiques, c'est-à-dire que doit faire l'État, que doivent faire les collectivités locales, qu'est-ce qu'on garde comme échelon, pourquoi est-ce qu'on conserverait les communes et les intercommunalités. À un moment, et selon vous, ces questions-là, ils ne sont pas du tout suffisamment penchés sur... Mais pour l'instant, ils n'ont rien annoncé, alors qu'en réalité, c'est la mère de toutes les batailles. C'est par là que ça doit commencer. Imaginez qu'on va pouvoir ensuite baisser durablement l'impôt sans faire ce travail-là de réorganisation fondamentale, c'est une illusion. Donc c'est pour ça que le gouvernement devrait annoncer, de mon point de vue, la réunion de tous les acteurs publics, de tous ceux qui sont des émetteurs de la dépense, et qu'ils se mettent autour de la table pour nous donner le schéma de la baisse de la dépense publique jusqu'en 2022, voire jusqu'en 2027, parce qu'en réalité, c'est un travail de long terme. Agnès Verdet-Bolligné, dans une tribune qu'on peut retrouver dans le Figaro Vox que vous connaissez, Gaspard Koenig, le philosophe libéral, président du think tank Génération Libre, nous rappelle cette leçon de Tocqueville. Le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement, c'est d'ordinaire celui où il commence à réformer. En fait, il explique que paradoxalement, les révolutions ne sont pas provoquées par des tyrans,
mais plutôt par des réformateurs. Est-ce que c'est une leçon, par exemple, que vous retenez, vous ? Non, je pense qu'il faut à un moment se dire qu'on ne peut pas rester le pays qui dépense le plus, qui taxe le plus, et se dire qu'on va résoudre le problème du chômage, qu'on va résoudre le problème du déficit extérieur de la France. On a encore 65 milliards de déficit extérieur, c'est-à-dire qu'on importe toujours beaucoup plus qu'on exporte. Et donc, on est un pays qui, potentiellement, risque de s'appauvrir dans les prochaines années si on ne fait pas le travail que d'autres ont mené. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire une chose, c'est que partout ailleurs en Europe, la prise de conscience sur le fait qu'il fallait faire refluer à la fois la dépense et la fiscalité, elle a été prise. Elle a été faite, que même dans les pays du nord de l'Europe, c'est-à-dire qu'on est passé devant les Danois en fiscalité, on est passé devant les Finlandais en dépenses, alors que c'était toujours un peu nos alibis. On disait, mais oui, mais il y a d'autres pays qui finalement sont dans des niveaux de dépenses ou de fiscalité supérieurs. Eh bien non, c'est fini, il n'y a plus d'alibi. Donc maintenant, il suffit de suivre le chemin de ce qu'ont fait les autres pays, mais en responsabilisant les Français. Et la majorité silencieuse, qui n'est pas forcément celle qui est sur les ronds-points, qui n'est pas forcément celle qui va se manifester, qui va parler plus fort que les autres, elle a envie qu'on redonne à la France, finalement, sa place au niveau économique dans le monde. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, parce qu'on a des entrepreneurs formidables sur le territoire, mais si on continue à leur imposer des normes, des charges administratives, du prélèvement à la source, comme on va faire en janvier, qui va aggraver la charge administrative des entreprises, si on continue à leur inventer des nouvelles taxes au niveau de la production, au niveau local, à augmenter cette charge pour financer les collectivités locales, c'est sûr qu'on s'empêche de créer de la richesse. Et donc là, il faut que tout le monde comprenne que tout est lié. C'est-à-dire que le problème du chômage, il vient aussi du problème de notre sphère publique qui est trop importante et trop lourde. Séparément. Voilà, donc tout ça, c'est un schéma global. Et pour l'instant, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on parle beaucoup de faire de la réflexion autour de la fiscalité. Certains ont brandi toujours cet éternel Grenelle de la fiscalité, etc. Mais personne ne parle de cette grande concertation sur la dépense qu'on devrait avoir. Depuis le début de ce quinquennat, on a enterré le rapport CAP 2022, alors que ça devrait être, même s'il n'est pas parfait et même s'il ne donne pas en réalité forcément les bonnes clés, mais on aurait dû faire, dès le début du quinquennat, un schéma d'organisation de la baisse de la dépense. Pour l'instant, il n'y a rien de cela. Donc, tous ceux qui disent que Emmanuel Macron applique des méthodes extrêmement libérales pour transformer la France, etc., pour l'instant, il ne s'est absolument pas passé grand-chose. Donc, il faut bien se dire que c'est ça qu'on attend tous depuis des années, c'est qu'on gère mieux notre pays. Alors, je vous propose qu'on écoute l'écrivain et avocat François Sureau, ardent défenseur des libertés publiques. Il était l'invité de France Inter ce matin et il tentait de répondre à cette question de fond. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il tant de mal à faire passer ses réformes ? On l'écoute. Il arrive à un moment où se règle peut-être 30 ans de déni de réalité française sur le plan économique, financier et politique. Ce qui me frappe, c'est que ces deux éléments de déni de réalité, tendant d'un côté à se prévaloir d'une réforme insuffisante et de l'autre à déplorer une réforme massive, ces deux faces du déni de réalité français, qui donnent à notre politique un aspect absolument fictionnel quand on l'écoute. C'est ça dont il faudrait, à mon avis, que les institutions, en particulier parlementaires, débattent. Voilà, donc nous sommes tous réunis autour de cette table avec Julie Coulon, Profizy, qui nous a rejoint. Bonjour Julie, vous venez sur le plateau relayer les réflexions des internautes, les questions éventuelles sur ces sujets qui fâchent. Est-ce que vous avez une première question déjà à relayer ? Alors j'ai un constat pour commencer, un constat d'Alain qui nous dit Emmanuel Macron va continuer à réformer le pays, peu importe l'avis du peuple, car il applique à la lettre les directives de Bruxelles et de l'Union européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, je pense qu'en tout cas, d'un point de vue politique, en une seconde, je pense que c'est un des points, et qui d'ailleurs vont beaucoup jouer aux européennes, entre les eurosceptiques et les europhiles, et le fait de reprocher finalement au chef de l'État d'avoir une marge de manœuvre qui est limitée d'un point de vue économique, parce qu'il n'est qu'un acteur politique et qu'il n'a pas les leviers qui lui permettraient d'ailleurs de mettre en place des réformes plus importantes du point de vue économique. Moi, je mettrais une petite nuance à ce que dit notre internaute, c'est que Bruxelles ou pas Bruxelles, Emmanuel Macron, il a conscience qu'il ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent français. Laisser filer le déficit, c'est très dangereux. Ça veut dire s'endetter davantage, ça veut dire se mettre en risque à un moment sur les marchés financiers. Enfin, il a tout à fait conscience de cette spirale, Bruxelles ou pas Bruxelles. Hein. Alors effectivement, on fait partie d'un groupe européen, il y a des règles, mais
il n'y aurait pas ces règles, je pense qu'ils raisonneraient de la même manière. Agnès Verdier-Molinier. En réalité, vous pouvez sortir de la zone euro et voir que dans d'autres pays, en Suède comme en Suisse, ils ont mis des systèmes de frein à l'endettement public qui sont tout à fait intelligents, qui sont bien plus intelligents d'ailleurs que la règle des 3% et des 60%, mais on ne va pas y revenir. Et ces systèmes stipulent que quand vous êtes en croissance, vous faites des réserves. Et que quand vous êtes dans situation de crise, vous pouvez vous autoriser des déficits. Nous, on s'autorise des déficits tous les ans avec de l'ordre de 60 milliards de déficits. Alors, c'était 59 l'année dernière, ce sera 98, voire plus l'année prochaine, puisqu'on en a rajouté une louche et que visiblement, on ne veut pas faire les efforts en face. Oui, c'est à un moment, il faut peut-être se dire que ça ne peut pas continuer comme ça quand on est à presque 100% de dette par rapport au PIB. Et je pense que ce n'est pas pour Bruxelles qu'il faut faire les réformes, c'est pour les Français. Hein. Et c'est ça qu'il faut expliquer en permanence, et je trouve que c'est ce qu'on ne fait pas bien en France, c'est que c'est pour nous-mêmes qu'on doit faire le travail. Parce que le jour où on sera attaqué par les marchés sur la dette française et où tout d'un coup la charge de la dette va être un tiers de plus, voire plus encore, eh bien tout d'un coup il faudra couper massivement dans les dépenses. Et là ça fera très très mal parce qu'on n'aura pas le choix et il faudra intervenir de manière, disons, tellement violente que tout ce qu'on est en train d'évoquer là, c'est vraiment extrêmement doux par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Donc, à un moment, il faut voir les choses en face. Et ce n'est pas pour Bruxelles, c'est pour les Français qu'il faut réformer. Le problème, je dirais que moi, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il ne les fait pas, les réformes. Les réformes de transformation de fonds, eh bien, elles ne sont pas là. Et donc, je ne serais pas tout à fait d'accord avec cet internaute qui pour l'instant, moi, je dis qu'on n'a pas vu le job. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi un petit peu l'évolution de l'image de la France et du président à l'étranger, qui a évolué, à en lire les dernières réflexions de nos correspondants Figaro. A priori, Emmanuel Macron est à terre pour les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique même. Macron est à terre et la France est un pays décidément irréformable. Est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que ça peut empêcher justement Emmanuel Macron, s'il n'a plus cette caution un peu de soutien de la part de l'étranger, de mener ses réformes ? Je dirais que pour une part, avant de parler d'un point de vue économique, ça peut arranger certains pays de considérer que la France est à terre. En matière de géopolitique, en matière internationale. Ce sont nos correspondants sur place qui l'observent très sérieusement. Bien entendu, ils l'observent, mais ce sont les jugements des politiques sur place sur la politique d'Emmanuel Macron. Et évidemment, les relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron pendant cette crise ont été très particulières. Et on peut dire que chacun profite des situations de faiblesse de l'autre pour faire avancer ses pions. Voilà. Parfait. Alors, ce qui est dommage, c'est que l'attractivité de la France, elle était au top il y a encore quelques semaines. On attirait des investisseurs. Alors après, on va nuancer. L'image se détériore. L'image du pays, l'image du président. Quand on parle business, après, les décisions d'investissement en France, c'est des décisions longuement mûries, qui font partie d'une stratégie de groupe, stratégie industrielle, stratégie financière. Alors même si on a des petites images, des images de Champs-Élysées en feu, des commentaires d'investisseurs avec qui je discutais la semaine dernière qui disaient les Gaulois sont de retour. Après, il y a la réalité concrète du business. Et pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'on n'arrête pas d'investir du jour au lendemain en France. Voilà. Mais ce qui est clair, c'est que ça a été dommageable pour l'image de la France. Après, dire que la France est à terre, c'est totalement exagéré. Néanmoins... en tout cas, qu'elle n'est pas réformable, que quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'on essaye, ça ne marche pas. Et ça, l'étranger le remarque. Attention au contresens, parce que les réformes contre lesquelles les Gilets jaunes se sont soulevés, ce sont pas des vraies réformes pour moi. C'est justement des mesures de rendement fiscal qui, tout d'un coup, sont infinançables pour la plupart des ménages, notamment dans les territoires français, parce que à un moment, c'est trop cher. Voilà. Donc là, il y a un sujet. C'est de quelle réforme on parle ? Quand la majorité présidentielle nous dit on fait des réformes trop formidables, trop importantes et trop subtiles et trop intelligentes pour que les Français les comprennent, là, il y a un moment où il faut leur dire écoutez, en fait, non, parce que vous ne baissez pas la pression fiscale. Et c'est ce pourquoi vous vous êtes engagés, finalement. Donc, la question, c'est est-ce que ce sont de bonnes réformes au départ et est-ce que le gouvernement français n'aurait pas pu prendre la mesure de ce ras-le-bol fiscal qui montait beaucoup plus tôt, parce qu'il y a eu des indicateurs qui nous montraient... Il y a ras-le-bol fiscal et ras-le-bol fiscal, parce qu'entre le ras-le-bol fiscal, vu des sujets que je suis à gauche, entre le ras-le-bol fiscal des couches les plus populaires et les moins aisées, et le ras-le-bol fiscal de ceux qui ont bénéficié des réformes sur l'ISF, par exemple, il y a un monde, il y a même deux mondes, il y a même deux France.
Et donc là, effectivement, sur la question de l'ISF, il y aurait tout un débat à mener, et tout un débat à mener aussi sur la façon dont la pression fiscale est exercée. Ouais, là, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je considère qu'en réalité, toutes les couches de la population sont surimposées en France. Et que quand vous vous tournez de tous les côtés, même sur la fiscalité du capital, encore aujourd'hui, on est dans des niveaux qui sont très hauts. Est-ce qu'il faut rappeler que quand vous vendez une entreprise, une start-up, ça a été beaucoup le sujet d'Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir, vous vendez une entreprise en Belgique, vous n'avez pas d'imposition sur les plus-values de cession. Vous avez beaucoup de pays, regardez la Suède, sur la fiscalité des héritages, des donations, successions, ça reste du capital, c'est imposé à 0 aujourd'hui. Donc, dans beaucoup de pays, il y a eu une prise de conscience qu'il fallait refluer partout. Nous, on est resté haut partout. Vous vous tournez de tous les côtés. La fiscalité est importante sur les carburants, elle est importante sur l'immobilier, elle est importante sur les transmissions donations, elle est importante sur la détention de capital, elle est importante partout. Elle est importante aussi sur nos entreprises, il faut le rappeler, c'est très important. Et là on est dans une situation où finalement... même si vous rajoutez une goutte d'eau encore fiscale d'un côté ou de l'autre, ça ne passera pas. Une autre question peut-être, Julie. Une question un peu plus concrète d'Apache, qui voudrait savoir pourquoi attendre 6 mois pour baisser la CSG alors que c'était annoncé avant. Parce qu'en réalité, c'est très compliqué. Il faut se souvenir de Manuel Valls quand il avait voulu réévaluer les pensions de ceux qui gagnaient moins de temps, mais pas celles de ceux qui gagnaient plus de temps. Et en réalité, on se trouve dans des situations extrêmement compliquées. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas uniquement des pensions. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y a 42 régimes de retraite en France. Donc rien que pour regarder au niveau des revenus de pension, c'est compliqué. Et puis ensuite, il y a la question des revenus annexes. Vous louez un appartement, vous avez un petit revenu qui vous arrive d'une location, je ne sais pas moi, d'un local commercial ou même d'un parking. Et alors là, ça fait changer votre niveau de revenu. Donc pour avoir rien que le calcul ménage par ménage de la question de est-ce que vous êtes éligible ou pas à l'abattement de CSG, c'est gigantesque. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment, on est dans des mesures beaucoup trop complexes parce que ça coûte tellement aussi, rien que de faire les calculs pour savoir qui bénéficie de quoi, c'est certainement très complexe, mais enfin, c'est nécessaire à faire aussi. Alors, je voulais qu'on parle un tout petit peu, il nous reste très peu de temps, un tout petit mot sur le rôle des syndicats dans cette difficulté à mener ces réformes. Est-ce qu'on peut dire que dans cette crise, exceptionnellement, les partenaires sociaux, comme la CFDT par exemple, ont été peut-être plus modérateurs que d'habitude, un syndicaliste plutôt de blocage habituellement, Marie, s'est révélé un petit peu différent cette fois-ci. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque ? Il y a eu ce début de quinquennat très compliqué, parce qu'il y a eu ce sentiment de mépris d'Emmanuel Macron envers les corps, on en a suffisamment parlé, les corps intermédiaires, les syndicats. Oui, la CFDT a été beaucoup plus modérée. Après, les syndicats un peu plus durs, ils sont un petit peu entre deux chaises dans le mouvement des Gilets jaunes. Ils ne trouvent pas leur place, ils essayent d'être un peu plus revendicatifs, notamment dans les projets de réforme dont on parlait tout à l'heure, tout ce qui est assurance. Donc sur les réformes de fond, ils vont quand même continuer à être relativement offensifs. Ils ne vont pas se laisser faire, oui. Sur la CFDT, si je peux me permettre, je dirais que Laurent Berger, qui avait déjà pris une espèce d'ampleur à gauche d'ailleurs, au fur et à mesure où l'opposition, parce qu'une des chances d'Emmanuel Macron, c'est aussi quand même la faiblesse de ses oppositions, aussi bien à droite qu'à gauche. Et Laurent Berger est venu pallier une sorte de faiblesse à gauche, même si là les socialistes se sont un peu repris avec une proposition de loi ce matin pour justement proposer la suppression le rétablissement de l'ISF via un référendum. Et Laurent Berger, qui d'ailleurs a des relations assez compliquées avec Emmanuel Macron parce qu'il est considéré, il lui dit mais enfin il n'est pas à sa place, c'est un syndicat, il ne devrait pas faire les propositions qu'il fait comme ça. Mais c'est intéressant de voir l'ampleur qu'il a prise. Merci beaucoup à toutes, puisque ce plateau exclusivement féminin était précis sur ces questions un petit peu délicates. Merci de vos précisions, Marie Vizot, Sophie Dravinel, Agnès Verdier-Molinier et Julie, et tous les internautes qui ont participé à cette émission. Tout de suite, vous retrouvez Maurice Leroy, ex-député du Loir-et-Cher et vice-président de l'Assemblée nationale, avec Yves Tréhard pour l'émission Le Talk. À très vite sur Figaro Live.